On va changer de logiciel au niveau du recrutement. Les recrutements hors de prix, c'est fini. Maintenant, je le répète, on est très préparé. On va essayer de se positionner sur des joueurs, oui, des jeunes joueurs à fort potentiel, avec des critères bien ciblés en fonction des besoins, du projet de jeu du coach. Donc, c'était important de travailler là-dessus. Et puis aussi des joueurs de performance, des joueurs d'expérience. Il nous en faut toujours. On veut rester compétitif. Donc, c'est important pour nous de trouver un bon équilibre, une alchimie dans l'équipe avec une mentalité, un collectif qui va progresser. Salut les gars, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de mon Noël, donc ça fait plaisir. Et Mathieu Louis-Jean résume très bien la situation là, pour le mercato cet été. Globalement, c'est essayer d'être créatif, de trouver des bonnes affaires pas trop chères avec un gros potentiel pour se développer derrière et surtout pour atteindre les objectifs qui ont été annoncés par le club, qui sont globalement les mêmes, c'est-à-dire jouer l'Europe, se qualifier soit pour l'Europa League, soit pour la Champions League, mais bon, ça on verra plus tard. Et puis surtout, là, pendant la saison, ils vont déjà jouer l'Europa League, donc il y a une saison assez complète qui s'annonce, avec Ligue 1 et Coupe d'Europe. Et donc, il faut étoffer un peu l'effectif, parce qu'il y a eu beaucoup de départs, et notamment des départs d'envergure. Donc voilà, il y a un vrai jeu là-dessus, avec forcément des moyens limités. Donc le mercato est un peu compliqué, mais globalement, je trouve que ça travaille bien. Donc on va voir un peu tout ça, je vous fais un résumé un peu de la situation, et surtout, les attentes qu'on peut avoir sur la saison prochaine, avec potentiellement les attentes en termes de prochaines recrues qui devraient arriver d'ici la fin de l'été. Et voilà, on attaque, hein. Allez, c'est parti. Bon les gars, comme d'habitude, petit 500 promo avant de commencer la vidéo. Surtout si vous kiffez les vidéos au coin du foot et que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide grandement. On a atteint la barre des 700 abonnés là dernièrement, on va bientôt arriver aux 1000 abonnés, c'est un gap de ouf. Et puis surtout, moi je vais pouvoir débloquer là le premier palier de monétisation de la chaîne. Alors bon, ça globalement on s'en fout, mais surtout ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir booster les vidéos. Donc moi ça m'aide aussi à avoir de la visibilité sur les vidéos. Donc bon, je vous tiendrai au courant là-dessus, mais globalement ça va vraiment aider à développer un peu la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien encore, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bon, déjà, petite remise en contexte avant de commencer, hein. Évidemment, je pense que tous les Lyonnais, on est tous au courant de ce qui s'est passé là, sur la dernière semaine, mais comme d'habitude, pour les quelques-uns qui étaient dans une grotte ces dernières semaines, l'OL a frôlé la relégation en Ligue 2, ils se sont sauvés au dernier moment, on a Michel Caen qui est arrivé, donc la direction a changé. On a quand même Textor qui est quand même un peu encore dans le paysage, hein. On l'a vu encore cette semaine avec les news entre Botafogo et Eagle, et le fait que Textor essaye de récupérer de la thune, enfin, surtout il fait de la com parce qu'il essaye de gagner du temps pour pouvoir récupérer Botafogo et le placer dans une boîte qu'il a ouvert là aux îles Caïmans. Donc bon, voilà, c'est Textor, ça pourra faire une série de vidéos clairement, mais là c'est pas le propos, mais ce mec-là, c'est un poison. Ce mec-là, c'est clairement très content qu'il ait au moins été mis en retrait à l'OL, là, parce que c'est un enfer. Mais bon, tout ça pour dire que globalement, la situation financière de l'OL, là, c'est quand même un peu le bordel. Il n'y a pas beaucoup de moyens. On a surtout revu les objectifs en termes de masse salariale et en termes de budget dépensé sur le mercato à la baisse suite à ce passage en appel devant la DNCG. Et donc, il faut faire un peu avec les moyens du bord. Bon, déjà, la cellule de recrutement, là, je trouve que depuis le début de l'été, elle bosse vraiment bien, et surtout dans le bon sens. Elle a commencé par dégraisser. Donc là, il y a eu beaucoup de départs. Bon, c'était un peu prévu, mais on a eu les départs de Cherki, évidemment, qui avait un très gros salaire. On a eu les départs de Lacazette, pareil, plus gros salaire du club. On a eu le départ d'Almada, le départ de Lucas Perry. Après, il y a eu des plus petits départs comme Adrielson ou Douye Kalatakar. On a eu le départ de Tagliafico aussi. Tagliafico, on en reparlera, mais il est revenu finalement. Mais en fait, en faisant ce move-là, on a réussi à baisser son salaire. Alors, je pense que lui, il s'y retrouve avec des primes à la signature parce que vu que son contrat se terminait, il a re-signé un nouveau contrat, donc en tant qu'agent libre. Mais je pense que quand même, on est gagnant au niveau de la masse salariale. Mais bon, à l'inverse, il y a quand même un vrai souci, c'est qu'on perd énormément en talent. Enfin, Almada, Cherki, Lacazette, tout ça, c'était quand même très créatif. Ça portait un peu l'attaque. Et puis, il y avait vraiment de l'expérience aussi qu'on perd beaucoup. On devrait perdre potentiellement Matic aussi, je pense, avant la fin du mercato. Alors bon, Matic, en termes d'expérience, c'est vraiment énorme. Maintenant, en termes de salaire, c'est vraiment énorme aussi. Et puis, surtout, en termes de performance, dernièrement, tu sentais qu'il était un peu sur le déclin. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle si jamais il part. Mais c'est sûr que ça, là-dessus, en termes d'expérience, tu perds énormément sur le groupe. Tu perds aussi en qualité, hein, forcément. Donc là, il faut essayer de reconstruire, il faut essayer de trouver un peu des bonnes idées. Et là-dessus, je trouve que la cellule de recrutement est assez cohérente et plutôt assez maligne sur les recrutements qu'ils ont fait. Donc déjà, si on prend dans l'ordre, ils ont commencé par recruter Moreira. Donc Moreira, qui était au Portugal, pour 2 millions, je crois.
Bon, c'est quand même assez cher pour un joueur qui en valait à peu près 700 000, hein, mais l'idée, c'est d'avoir un joueur potentiellement qui va remplacer Fofana, qui est un peu sur le même profil que Fofana. Bon, en termes de profil, évidemment, hein, seulement, parce qu'en termes de niveau, il en est très très loin. Enfin, vraiment, il faut qu'il se développe énormément. C'est un jeune joueur. Et bon, tu sais pas si évidemment il va atteindre le niveau de Fofana, mais c'est un peu l'idée, c'est d'avoir un joueur avec un profil un peu similaire pour remplacer le potentiel départ de Fofana s'il part. Et puis bon, pour le développer si jamais Fofana reste. Mais en tout cas, il y a de l'idée, c'est un joueur à suivre. Là, sur la préparation, j'ai pas été très convaincu quand même par les prestations qu'il a fait, mais il vient d'arriver, il faut qu'il s'insère un peu dans le groupe. Et puis, c'est vraiment un joueur à travailler pour Fonseca, il va falloir qu'il le développe. Et ça, c'est globalement plutôt le bon profil pour Fonseca. En plus, c'est un Portugais, donc je pense que le courant va bien passer. Mais surtout, Fonseca, c'est un peu un entraîneur qui aime bien développer un peu ce genre de joueur de cette manière. Donc à voir. En tout cas, je trouve que l'idée est bonne. Après, est-ce que ça va être finalement une bonne pioche ou pas? Bon, on verra, mais c'est vrai qu'à 2 millions, c'est pas non plus une grosse perte. C'est bon, si t'es perdant, t'es pas vraiment perdant, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de tous ces recrutements qui viennent là. Ruben Kluivert, qui est la seconde recrue qui est arrivée en défense, c'est pareil. Donc lui, c'est pour venir un peu dans leur rotation avec Mata et Niakate. Et puis, ce que disait Mathieu Lujan, qui était quand même assez intéressant, c'est qu'en termes de profil, ce qu'il cherchait, c'était vraiment un Jack O'Brien bis. Et donc là, on le voit dans les qualités de Ruben Kluivert, c'est vraiment un peu le même profil, c'est assez physique, c'est assez rapide. Hein, donc voilà, si on est un peu haut, les retours vers l'arrière quand il y a des contre-attaques adverses, bah, il va pouvoir quand même gérer et se replier très rapidement. Et donc voilà, en termes de profil, c'était un peu ce qu'on cherchait. C'était un Jack O'Brien bis. Donc on va voir à moindre coût, parce que, alors, encore pareil, hein, moindre coût, il y a deux lectures. Il est à 3,7 millions, je crois, donc voilà, c'est pas un énorme investissement. Surtout que c'est toujours pareil, hein, les montants, de toute façon, tu les étales sur la durée du contrat du joueur. Mais après, en termes de valeur, c'est pareil. Hein, Ruben Kluivert, je crois que tu le payes 4 fois plus cher que ce qu'il valait. Donc c'est un peu pareil, et puis il a rien prouvé non plus. Donc c'est en fait, tu es un peu tout le temps sur ce type de profil, des paris. Maintenant, je trouve que globalement, c'est un profil quand même assez intéressant. Il faut voir un peu ce qu'il va donner. Là, c'est pareil, je trouve que sur les matchs de préparation, tu te fais pas trop une idée du joueur, mais j'ai vraiment envie de le voir un peu sur les premiers matchs, voir ce qu'il peut donner. Il a quand même beaucoup joué dans une défense à 3 à Casapia, et il était un peu trimballé à gauche à droite, donc il a quand même un profil un peu polyvalent. Il peut potentiellement remplacer Niakate et Mata. Maintenant, ça sera plutôt Mata, je pense, parce qu'il a quand même plus joué du côté droit. Donc faut voir. Après, voilà, est-ce qu'il est plus compatible avec Niakate ou avec Mata? J'ai encore un peu du mal à me faire une idée, donc on verra. On verra, je pense que Fonseca va tester un petit peu et on pourra voir potentiellement les 3 charnières différentes en match. Pour le reste, de toute façon, quand il y aura des trous, vu la situation de l'OL, on risque de faire souvent confiance aux jeunes. Et donc là, Barisic risque d'avoir un peu de temps de jeu aussi, potentiellement en défense centrale, voire sur le côté droit. Parce que sur le côté droit, on va avoir toujours Maitland-Niles et Koumbedi, mais on le dira plus tard, Maitland-Niles, pour le moment, il est plutôt plus haut, parce qu'on a un manque en ailier droit. Bon, et après, on a eu 2 autres recrues, là, la semaine dernière. On a eu déjà Pavel Schulz. Alors, Pavel Schulz, bon, c'est un nom qui est quand même apparu un peu de nulle part. Le deal s'est fait en 5 jours, je crois. Et honnêtement, il y a une vraie hype autour de joueur. Moi, je suis vraiment très hypé par ce joueur-là, déjà par son style. Je trouve qu'il a un flow de ouf, avec son mulet, là, avec son style de mec qui pourrait très bien faire pivot de bar à côté de chez toi, qui poste constamment sur Instagram des photos de son chat. Enfin, c'est le mec vraiment un peu qui sort de nulle part. Je trouve qu'il a un bon profil pour faire un peu un joueur un peu pépite de Ligue 1. Donc déjà, ouais, ça c'est assez cool. Et puis après, en termes de profil de joueur aussi, c'est super intéressant. C'est un mec qui a un coffre de ouf. Globalement, c'est un mec qui va courir tout le temps sur le terrain. Voilà, il va tout faire à fond. Il va toujours essayer de chercher à aller vers l'avant, à essayer de faire une passe décisive, à essayer de faire un but, à essayer de provoquer. Alors, pas provoqué en termes de dribble, hein, c'est pas un dribbleur, mais plutôt provoqué par l'action vers l'avant, par la passe, par le tir, par le fait de se démarquer pour être disponible pour vraiment faire progresser le jeu. Donc voilà, c'est un joueur qui temporise pas trop, qui fait pas beaucoup vraiment de jeu latéral. Il va toujours avancer. Après, bon, le point faible aussi par rapport à ça, c'est que quand tu as une défense reculée et que l'OL joue un peu en formation handball, moi j'appelle ça, c'est-à-dire ça fait tourner à droite à gauche, ça essaye de trouver la solution. Sur ce style de jeu-là, il n'est pas forcément très adapté. Donc on verra. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a vraiment du coffre et qui va, je pense, aider beaucoup. Il reste quand même souvent assez haut sur le terrain. Mais voilà, il peut venir aider aussi sur le repli défensif. Et ça, je pense que c'est un peu l'idée de fond de Fonseca. C'est d'avoir que des recrues avec des joueurs qui ont du coffre, qui ont du volume de jeu, qui vont pouvoir vraiment faire du pressing et surtout se déplacer. C'est un peu l'idée. Il veut du jeu en mouvement. Et donc,
toutes les recrues sont un peu axées là-dessus. Donc voilà, Pavel Schulz, on verra, hein, c'est quand même un joueur qui a été très très décisif en termes de buts et de passes décisives la saison dernière, et puis qui s'est quand même montré en Ligue Europa face à Manchester United, face à la Lazio, etc. Donc il y a quand même des beaux matchs, il y a quand même des belles perfs. On va voir, mais moi j'ai très envie de voir ce joueur. Je trouve qu'il est un peu différent. C'est pas le profil forcément du milieu offensif à la Cherki ou de l'ailier vraiment de percussion à la Fofana ou Nuama. C'est un profil un peu hybride, voilà, qui peut potentiellement jouer sur un côté d'ailleurs, hein. Il pourrait avoir un rôle d'ailier gauche un peu intérieur, qui se place dans le demi-espace. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire avec lui, et surtout il y a des rôles qu'il peut avoir, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui pourraient avoir dans l'effectif. Donc ça apporte vraiment une solution supplémentaire, et ça c'est intéressant. Et l'autre joueur qui a été recruté, là c'est au milieu de terrain, c'est Tyler Morton. Tyler Morton qui venait de Liverpool. Alors Morton, c'est pareil, c'est un peu comme tous les autres, de toute façon c'est un vrai pari, mais Morton, la différence c'est que c'est un pari quand même un peu plus cher que les autres. Il est recruté à 10 millions, plus 5 millions de bonus, mais a priori ils sont difficilement atteignables. Donc c'est quand même, en tout cas pour le mercato de l'OL là, cet été, c'est vraiment une grosse somme. Et donc on attend un peu de voir ce qu'il va donner, mais je suis un peu dubitatif moi sur Tyler Morton, parce que bon, il a plein de qualités, hein, évidemment, sinon il n'aurait pas été à Liverpool. Mais en même temps, il n'en a pas tant que ça, sinon il n'aurait pas été à Lyon. Donc voilà, bon, on se comprend, mais en tout cas, c'est un peu un profil pour moi à la Tessman ou Matic. Donc j'ai un peu du mal avec ces recrutements-là, déjà parce que je trouve que voilà, Tessman et Matic ils sont vraiment très lents, et l'an dernier, on s'est fait transpercer un nombre de fois incalculable sur les contre-attaques en défense. Et là, j'ai l'impression que Tyler Morton, c'est un peu le même défaut. Maintenant, c'est quand même un joueur qui a une belle vision du jeu, qui fait pas mal de passes un peu tranchantes vers l'avant, qui a un bon style de jeu. Il faut voir un peu parce que, bon, sous pressing, il est quand même pas super performant, mais enfin, il est encore jeune, il peut progresser. En Championship, il y a quand même pas mal d'intensité, hein, donc je suis pas sûr qu'il ait vraiment des difficultés d'adaptation à la Ligue 1. Mais c'est un joueur qui a tout à prouver encore. C'est un joueur qui doit se lancer. C'est un joueur qui a beaucoup de volume de jeu, donc ça c'est toujours pareil. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, le fait que ça soit que des joueurs qui se déplacent énormément, qui apportent des solutions, etc. Ça c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, et je trouve que ça va être super intéressant si vraiment ça va dans ce sens-là la saison prochaine. Maintenant, ouais, on attend de voir, parce que c'est vrai que je trouve que ses défauts, moi, c'est un peu justement les gros défauts de l'OL sur la saison dernière. Donc j'ai pas envie de répéter ça. On va voir, hein, il peut toujours progresser. Mais on attend de voir. Et il y a un autre point qui m'a un peu fait tilt, c'est que sur ses zones de jeu, je trouvais qu'il était quand même assez proche des zones de jeu de Tolisso. Donc bon, je pense que Tolisso, il sera côté gauche. Lui, il peut être potentiellement le relayeur pendant du côté droit. Mais jusque-là, il marchait un peu sur les plates-bandes de Tolisso, donc il faut voir comment ils vont jouer les deux. Je pense qu'ils peuvent s'adapter de toute façon, mais il y avait un peu une interrogation là-dessus. Maintenant, Morton, il est quand même assez complémentaire du recrutement de Pavel Schulz, parce que Pavel Schulz, il est très vers l'avant, il est très toujours vers aller dans la projection, etc. Et Morton, il peut avoir ce jeu dont je parlais tout à l'heure, un peu handball, de faire circuler à droite à gauche, essayer de trouver un peu des solutions dans les espaces. Donc il peut apporter ce que Pavel Schulz ne peut pas apporter. Donc en tout cas, les deux recrutements simultanés, je trouve qu'il y a vraiment une belle idée. Maintenant, il faut voir si voilà, c'est des beaux paris ou pas. En tout cas, c'est des recrutements qui ont quand même été assez onéreux à l'échelle de l'OL sur ce mercato. 10 millions et 7,5 millions. Pour Pavel Schulz, moi j'ai un peu moins de doutes, parce que je trouve qu'il a quand même prouvé à la fois dans son championnat et à la fois en Ligue Europa qu'il pouvait quand même être décisif sur un certain niveau. Tyler Morton, c'est quand même un peu l'inconnu. En plus, bon, il n'y a pas grand monde qui l'a vu jouer quand même jusque-là. Donc on verra, mais en tout cas c'est quand même assez intéressant, je trouve, dans l'idée. Bon, maintenant il y a encore des manques dans le recrutement, hein. De toute façon, Mathieu Louis-Jean, il a encore annoncé qu'il devait recruter. L'idée c'est de recruter au poste d'avant-centre, parce que pour le moment on a Miko Tadze, c'est très bien, mais derrière il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a Alejandro Gomez Rodriguez, pareil. Bon, c'est un jeune joueur qui n'a pas d'expérience Ligue 1, qui n'a pas encore d'expérience vraiment professionnelle. Donc il a l'air très talentueux, hein, il y a un potentiel, mais c'est pareil, c'est un joueur qu'il va falloir faire monter. Tu veux le placer dans les meilleures conditions possibles sur les matchs sur lesquels il va rentrer. Ça va pas être le remplaçant numéro 1 de Miko Tadze, quoi. Donc il faut un joueur entre ces deux-là. Donc là-dessus, il y a un recrutement à faire. Et puis après, il y a le poste d'ailier droit, parce que le poste d'ailier droit, pour le moment, on n'a personne. On a Nuama qui s'est fait les croisés, donc lui, il va revenir, je crois, janvier, ou voilà, à la mi-saison. Et encore, à la mi-saison, il faut voir un peu le niveau, parce qu'en général, quand tu t'es fait les croisés, c'est quand même un peu compliqué. Et donc derrière, on n'a personne. On a Maitland Niles, qui était arrière droit. Mais bon, lui, c'est un peu le côté suisse, il peut jouer partout. Donc là, tu l'as foutu ailier droit. Bon, ça peut faire le taf sur un certain temps, mais c'est pas non plus suffisant. C'est pas un joueur de percussion qui est super intéressant
Donc là, il faut recruter. Pourquoi pas un joueur en prêt de Manchester City, hein, ça pourrait être ce joueur-là qui serait positionné sur l'aile droite. Maintenant, bon, le prêt de Manchester City, ça tarde un peu parce que en fait, c'est encore des conneries avec Textor. Hein. On se rend compte que finalement, c'est juste un deal oral qui a été fait. City a aucune obligation vraiment de prêter un joueur à l'OL. Et surtout, c'est un deal où le joueur n'a pas été nommé. Donc, c'est-à-dire que tu proposes un prêt de la part de City. Mais eux, ils n'ont pas d'obligation sur un joueur en particulier, donc ils attendent, ils se disent bah, celui-là on n'est pas chaud, celui-là moyen. Et finalement, il n'y a personne qui est vraiment proposé à Lyon à la fin. Donc on va voir, hein. Je pense que City va finir par proposer un joueur quand même. On pourrait quand même se retrouver avec finalement aucun joueur là-dessus. Donc voilà, on va voir lier les droits pour le moment, c'est un peu le mystère, je trouve. Il y a quand même une news qui est tombée là, c'est que l'OL serait sur Yann Gbo, donc de Toulouse. C'est franchement une recrue qui serait super intéressante. En termes de profil, je trouve que c'est complètement validé. C'est vraiment complémentaire du reste de l'attaque. C'est un jeune joueur qui a un bon potentiel, qui pourra encore se développer, qui a déjà un niveau suffisant. Il a fait une bonne saison l'année dernière, hein. Il a fait 5 buts, je crois, et 4 passes D. C'est quand même pas mal pour un ailier. Non, franchement, il y a vraiment de l'idée là-dedans. Maintenant, il est quand même évalué à 12 millions par Toulouse. C'est un petit peu cher, surtout pour l'OL en ce moment, qui n'a pas dépensé plus de 10 millions et qui, je pense, ne voudrait pas forcément dépenser plus de 10 millions sur un joueur là cet été. Donc, faut voir, 12 millions, s'ils arrivent à faire baisser un peu le montant, mais en sachant qu'il y a quand même de la concurrence, parce qu'il y a Beşiktaş et il y a LOS, je crois, qui sont dessus. Donc, est-ce que ça va réussir à bien tourner en la faveur de l'OL? Je sais pas, mais en tout cas, en termes de profil, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, à voir un peu si ça se concrétise. Et puis, sur le poste d'ailier gauche, on attend. En fait, tout est conditionné à Fofana, mais moi, j'ai quand même du mal à me dire que Fofana va rester sur cet été, parce que c'est quand même un joueur qui a une valeur marchande très intéressante. Potentiellement, tu pourrais le vendre 50 millions. Bon, s'il y a une proposition pareille, l'OL pourra pas refuser, c'est sûr. Hein. Puis, ils ont commencé à travailler un peu en amont avec Moreira qui pourrait remplacer Fofana. C'est pas le même niveau, mais sur l'aspect sportif, moi, j'ai vraiment envie qu'il reste parce que vraiment, t'as plus beaucoup de joueurs aussi talentueux dans l'effectif et ça ferait vraiment bien fou par rapport aux objectifs qu'on a fixés. Mais maintenant, d'un point de vue financier, je trouve que c'est un non-sens de ne pas le vendre. Donc, on va voir, mais en tout cas, tout le reste du mercato est un peu conditionné aussi à son départ, hein, parce que si tu le vends, potentiellement, tu peux réfléchir à d'autres recrues que tu n'aurais pas fait sinon. L'OL a quand même besoin de fonds, donc ce serait intéressant de le vendre. Maintenant, sportivement, je l'ai dit, quoi. C'est un sacré joueur quand même. Et puis après, j'en ai pas parlé, mais il y a le poste de gardien quand même. Le poste de gardien, Perry est parti. Alors bon, on a fait quand même une belle plus-value là-dessus, hein, mais Perry, c'était quand même un joueur qui était quand même une valeur sûre dans les cages pour l'OL, même si le jeu au pied était quand même un peu défaillant globalement. Donc là, on attend de voir, ça va être Dominique Griff là, qui va signer à l'OL. C'est un joueur qui est a priori intéressant, qui en termes de jeu au pied a l'air même plus intéressant que Perry. Maintenant, je connais pas trop ses performances, je suis pas capable vraiment de dire si sur sa ligne, si son style de jeu est intéressant pour Lyon. J'espère que ça sera vraiment la bonne pioche. Il a l'air quand même d'être intéressant. En plus, il est pas si cher que ça, on l'aura pour 4 millions plus 2 millions de bonus. Donc voilà, pour un gardien que tu signes 5 ans, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Je pense que globalement, c'est quand même une belle prise et qu'il va faire le taf dans les cages. Et surtout, son potentiel jeu au pied qui est un peu meilleur que Perry peut offrir des options qu'on n'avait pas pour Fonseca. Donc ça, je pense que voilà, j'attends de voir. En tout cas, je suis assez curieux, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Bon voilà, là j'ai parlé des titulaires, hein, mais globalement, on va avoir un problème pour le moment, c'est la profondeur de banc, parce que c'est quand même très léger pour jouer Ligue 1 et Ligue Europa. Moi, je suis quand même assez inquiet. En tout cas pour l'instant. Va y avoir d'autres recrues, hein, a priori, je pense que le mercato n'est pas fini, mais c'est quand même un peu léger, on va laisser la place aux jeunes, c'est sûr, mais bon, dans quelle mesure ils vont pouvoir se révéler, là c'est complètement l'inconnu là-dessus. Tu sais pas vraiment, je trouve que c'est assez dur de se projeter sur la saison de l'OL la saison prochaine. Voilà, il y en a qui disent que globalement ça va être top 10, il va rien se passer, d'autres qui sont hyper confiants, là, qui disent que c'est un mercato de fou, avec Pavel Schulz, Morton, etc. C'est des joueurs que globalement t'as pas vraiment vu jouer avant, hein, donc se hyper vraiment pour des joueurs comme ça, je me hype moi pour le style de recrutement, je trouve que c'est vraiment la bonne idée, essayer de chercher des joueurs un peu différents, pas trop chers, avec du potentiel, et surtout un peu basé sur la data, je trouve que c'est super intéressant. Maintenant c'est à qui tout double, hein, t'es pas obligé d'avoir que des pépites à chaque fois, hein, donc de là à dire que c'est un des meilleurs mercato de l'OL, je sais pas trop, mais sur la profondeur de banc surtout, gardien, a priori c'est pas trop mal, avec Griff et en doublure, je pense que ce sera plutôt Patouille avec Descamps, parce que Descamps, il devrait justement décamper, je pense, parce qu'il a quand même annoncé qu'il voulait être numéro 1 dans un club de Ligue 1, donc potentiellement je pense qu'il partirait. En défense centrale, voilà, Niakate, Mata, Kluivert, c'est bien, mais c'est quand même un peu léger.
Et puis bah du coup tu utiliserais Barisic, tu aurais 4 joueurs quand même, mais Barisic c'est pareil, hein, il est plutôt intéressant, mais il n'a pas fait énormément de matchs pour l'instant en pro, donc faut voir, faut voir. Après sur les postes latéraux, bah, je trouve que latéral gauche, là vraiment, c'est ce qu'on avait la saison dernière et c'est très fort. Tagliafico, c'est vraiment une valeur sûre, et Abner, en remplaçant, je trouve qu'il fait vraiment le taf. C'est une belle doublure. De l'autre côté, par contre, bah, Maitland-Niles Koumbedi, le problème c'est que Maitland-Niles, il est quoi? Il est latéral, il est ailier, tu sais pas vraiment. Pour le moment, il est plutôt ailier, donc ça veut dire que tu as Koumbedi et derrière t'as personne. Barisic, tu peux l'utiliser là, mais bon, ça veut dire qu'il te manque quand même un défenseur dans les deux, hein. Donc voilà. Au poste d'ailier droit, bah, du coup, tu aurais Maitland-Niles, mais c'est pareil, derrière t'as personne. Donc là, c'est pareil, il y a un trou. Tu utiliserais potentiellement Humbert là-dessus, mais bon, c'est pareil, encore très très peu d'expérience, donc c'est quand même assez léger. Au poste d'avant-centre aussi, Mikotadze derrière, j'en ai parlé, mais Rodriguez, bon, c'est encore léger. Poste d'ailier gauche, Fofana, mais derrière Moreira, c'est très léger, et puis si Fofana y part, c'est encore pire. Au poste de milieu offensif, Pavel Schulz, et en dessous, bah, tu vas utiliser quoi? Kalismera. Kalismera, il fait une super prépa, hein, j'ai rien contre ça. Moi, je trouve qu'il est super intéressant. On s'est tous hypés voir ses séquences de jeu sur la préparation. Il a un vrai talent. Maintenant, voilà, il est super jeune, il est encore vachement frêle. Il va pas être vraiment le remplaçant numéro 1 à ce poste-là sur toute la saison. C'est pas possible. Il te faut quand même un peu plus de profondeur. Donc voilà. Et puis au milieu de terrain, bah, honnêtement, voilà, Tolisso, c'est au top. Morton, bah, je pense qu'il va quand même être utilisé en titulaire. Donc voilà. Puis derrière, Tesman Matic, bon Matic il va partir, et Tesman, je trouve que c'est pas non plus super rassurant. Derrière, tu aurais qui? Tu aurais potentiellement Mangala, mais Mangala c'est pareil, il s'est fait les croisés, tu sais pas quand il va revenir, et surtout tu sais pas à quel niveau. Parce qu'il était assez intéressant à Everton, mais à Lyon, il n'a jamais rien fait. Donc voilà, je trouve qu'à tous les postes, globalement, c'est quand même assez limité. Sur le 11 titulaire, hein, bah voilà, on va voir la line-up de toute façon, mais c'est quand même globalement assez cohérent. Et puis en plus, il va y avoir d'autres recrues qui vont arriver. Maintenant, sur les remplaçants, ouais, j'ai un peu un doute, hein. Je trouve que la profondeur de banc, c'est assez light. Bon, justement, pendant que j'étais en train de monter cette vidéo, on a eu l'info de la part de l'équipe comme quoi l'OL allait se faire prêter un autre Tchèque du Sparta Prague, dans la personne d'Adam Karabek, qui est un joueur de 22 ans qui peut évoluer à plusieurs postes sur l'attaque. Donc là, il va pouvoir justement rentrer dans cette rotation et apporter cette profondeur de banc qui manque pour le moment. Il peut évoluer justement en milieu offensif, donc en remplaçant de Pavel Schulz. Il va pouvoir évoluer aussi en ailier droit, parce qu'il a fait plusieurs matchs la saison dernière à ce poste-là. C'est un poste qu'il connaît. Et donc, il va pouvoir vraiment rentrer en fait en remplaçant sur plusieurs postes de l'attaque. Donc ça, je pense que ça va être intéressant pour la saison prochaine. Il a joué la saison dernière à Hambourg. Il était justement encore prêté par le Sparta Prague. Il a fait à peu près tous les matchs de la Bundesliga 2 pour aider Hambourg justement à finir à cette deuxième position et à monter en Bundesliga. Donc il a eu un rôle plutôt important. Il a staté un petit peu. Il a fait 3 buts et 7 passes décisives. Ce qui est intéressant, c'est surtout le fait qu'il soit gaucher sur l'aile droite. Ça peut avoir un profil un peu à la Nuama, alors peut-être pas sur la profondeur, mais en tout cas qui va rentrer un peu repiqué sur l'intérieur. Donc faut voir, mais en tout cas, bon, ça rapporte un peu cette profondeur de banc qui manque. Maintenant, bon, c'est un joueur que, a priori, le Sparta Prague comptait pas dessus, parce qu'ils l'ont prêté l'an dernier, ils le reprêtent encore cette fois. Est-ce que c'est forcément plus intéressant que faire jouer, par exemple, un Humbert et essayer de le faire monter? On va voir, hein, je connais pas vraiment le niveau du joueur, mais bon, un club comme le Sparta Prague compte pas dessus, apparemment. Bon, après, sur le 11 probable, on va avoir un 4-2-3-1 avec Tolisso Morton en relayeur et Pavel Schulz plutôt en milieu offensif 9,5 derrière Mikotadze. Maintenant, c'est pas dit que justement il n'y ait pas une rotation là-dessus, parce que Pavel Schulz, il a quand même un profil qui peut le faire évoluer sur les côtés. Et vu que potentiellement pour l'instant t'as pas de profil sur l'ailier droit, Pavel Schulz pourrait peut-être tourner. Moi je le vois plus côté gauche justement, parce que je trouve qu'il a eu pas mal d'actions sur ce côté-là, dans le demi-espace gauche, où il rentrait un petit peu et il faisait des choses intéressantes. Et peut-être finalement qu'il serait placé sur le côté gauche. Il va falloir voir un peu ce que Fonseca propose sur les prochains matchs. Mais il a un peu ce profil-là. Et dans ce cas-là, s'il est sur les côtés, c'est Tolisso peut-être qui monterait. Et du coup, tu aurais deux milieux, Tesman Morton à ce moment-là qui serait derrière. Donc voilà, il va falloir voir. Il y a quelques options pour l'instant, mais moi je trouve ça assez léger. Bon, on voit bien quand même que le club il a pris un virage à 180 degrés sur la gestion des mercatos et sur la gestion des transferts. Avec d'un côté Textor avant qui gérait tous les transferts, la cellule de recrutement servait à rien, et forcément les montants étaient complètement loufoques. On avait des transferts entre Botafogo et OL qui avaient aucun sens parce que tu avais juste les droits économiques qui étaient transférés. Tu avais des transferts avec son pote Marinakis de Nottingham Forest
qui faisait gonfler les montants, donc tu te retrouvais avec des joueurs complètement surpayés. Et là, là, tu sens vraiment que voilà, c'est la cellule de recrutement qui travaille, c'est Mathieu Louis-Jean qui gère les transferts et c'est Gerlinger qui gère les signatures. C'est voilà, un fonctionnement très sérieux, surtout très rigoureux sur les montants que tu veux allouer à chaque joueur. On voit qu'ils ne font pas de folie et qu'ils ne dépassent pas les montants qu'ils ont prévus. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir pour Dominique Griff. Bah là, ça coinçait dans les négociations parce qu'ils ne voulaient pas aller au-delà des 4 millions et Mallorca demandait 5 millions. Et voilà, les négociations ont traîné en longueur et puis finalement on se retrouve avec un transfert qui a été validé à 4 millions avec 2 millions de bonus. Mais voilà, c'est vraiment un peu l'idée, c'est la même chose avec Pierre Lesmelou. L'OL voulait pas aller au-dessus des 5 voire 5 millions 5 qu'ils avaient alloué pour le joueur. Brest demandait 6 à 7 millions. Et le transfert s'est pas fait. Pour le moment, l'OL est parti sur d'autres options parce que ils veulent vraiment pas monter sur des budgets et aller au-delà de ce qu'ils ont prévu pour chaque joueur ciblé. Donc l'idée c'est vraiment de fonctionner comme ça et je trouve que c'est beaucoup plus sain, ça inspire beaucoup plus confiance et on a l'impression que voilà, la cellule de recrutement déjà elle sert à quelque chose et en plus elle sait vraiment où elle va et ce qu'elle fait quoi. Donc ça c'est hyper rassurant. Maintenant, est-ce que ça va suffire vraiment pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés sur la saison? Pour le moment, je trouve que c'est un peu léger, surtout quand tu vois certains recrutements en Ligue 1, avec Strasbourg, avec potentiellement le PFC, avec forcément, bon, le PSG on le compte pas, mais avec l'OM, avec Monaco. Ouais, c'est un peu light, va falloir voir si finalement ils peuvent jouer un peu les objectifs qui se sont fixés. Donc moi je viserais plutôt Ligue Europa que Ligue des Champions, parce que là c'est même pas la peine d'en parler. Très curieux en tout cas de voir notamment ces nouvelles recrues. Je trouve que c'est des recrues vraiment qui attisent la curiosité, tu as envie de voir un peu ce qu'ils vont donner, tu as envie de voir quel potentiel ils ont, jusqu'où ils peuvent se développer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les gars, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire ce que vous pensez des profils qui ont été ciblés, ce que vous pensez du mercato de manière générale, et puis pour le reste, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!